Aujourd'hui, on a rendez-vous au mémorial de la Shoah. Venez avec nous. Là, c'est le vrai Mein Kampf. C'est le vrai Mein Kampf. D'Adolf Hitler. Donc maintenant, on va rentrer dans un endroit qui est interdit au public. Documents secrets, les annotations du maréchal Pétain, les signatures des plus hauts responsables nazis. Et dans une des prisons du camp d'internement de Drancy, une trentaine de personnes. Il y a un trajet qui est assez long, sans eau, quasiment aucune nourriture, sans conditions hygiéniques. Ça s'est passé dans notre pays. Jacques, merci de me recevoir. On est là, ici, sur le parvis du mémorial. Les architectes ont imaginé cette vasque qui évoque les cheminées des fours crématoires, avec dessus le nom des centres de mise à mort et des camps de concentration. Comme celui d'Auschwitz, c'est un camp mixte. C'est là que la majorité des Juifs de France ont été assassinés. Bergen-Belsen Est un camp aussi qui est extrêmement connu parce que lorsque les nazis ont décidé à la fin de l'année 1944 d'évacuer les camps qui avaient survécu déjà à leur déportation, ils arrivent à Bergen-Belsen, ils meurent du typhus quelques jours avant l'arrivée des Anglais qui libèrent le camp. Du coup, Jacques, ici, on est au mémorial de la Shoah. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? On a plusieurs rôles. D'abord, le mémorial de la Shoah, c'est un centre d'archives. Donc, on collecte depuis 1943 des archives. Aujourd'hui, on a 50 millions de documents d'archives, 400 000 photos d'archives, 80 000 ouvrages, en permanence enrichis par des nouvelles acquisitions. Et donc, on a des chercheurs qui viennent du monde entier, des historiens, pour travailler sur nos archives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est un lieu de mémoire, un lieu de recueillement, où des gens viennent pour se souvenir, il y a des commémorations. Et puis, le troisième volet, c'est qu'on est un lieu d'éducation. Tu sais, moi je dis toujours quelque chose d'un peu triste, c'est-à-dire que finalement les gens qui ont été assassinés, à part garder leurs souvenirs, on ne peut pas faire grand-chose. Mais par contre, ce qu'on peut faire, enseigner pour ne pas oublier cette histoire, pour montrer que l'antisémitisme et le racisme ne doivent pas avoir leur place dans nos sociétés. Jacques, ici, c'est ce qu'on appelle la crypte, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Notre fondateur, Isaac Schneerson, était un juif russe qui était arrivé dans les années 20 en France. Il était assez âgé, mais il est devenu immédiatement républicain, amoureux de la France. Quand après-guerre, il a voulu créer un monument dédié aux juifs qui avaient été assassinés durant la Seconde Guerre mondiale. Il va créer ici une flamme symbolique qui représente le souvenir. Et il va enterrer sous la flamme des cendres d'Auschwitz et de différents camps de concentration pour en faire un lieu de recueillement. Donc c'est ici la pierre tombale. Et là, on voit une phrase écrite en hébreu. Qu'est-ce qu'elle signifie? Une phrase qui est issue de la Bible. « J'ai vu la douleur de mon peuple, jeunes et vieux, sont tombés dans les ténèbres, fauchés par le glaive. » Schneerson a voulu à la fois faire de ce lieu un bâtiment laïque et républicain. Au début, lorsque le bâtiment est créé, on s'appelle le mémorial du martyr juif inconnu, par analogie à l'Arc de Triomphe dédié aux soldats inconnus. Mais néanmoins, parce que ce sont des juifs qui ont été assassinés, il y a en effet toujours des références bibliques, mais ça reste un endroit totalement républicain, d'où la raison pour laquelle le drapeau français nous accompagne tous les jours. C'est beau. Jacques, on arrive dans une nouvelle pièce du mémorial de la Shoah. Ici, qu'est-ce que c'est? Alors là, on rentre dans l'exposition permanente du mémorial. C'est la présentation d'une histoire globale, le sort des Juifs en France durant la Seconde Guerre mondiale. D'où vient cette haine, etc. Exactement. On raconte que les Juifs sont arrivés au IVe siècle en France et qu'ils ne sont pas des étrangers, qu'ils ont contribué à construire ce pays dans lequel nous vivons depuis des générations. On essaye de raconter finalement que les Juifs sont des gens comme les autres, qu'il y a des Juifs sportifs, qu'il y a des Juifs qui sont des hommes politiques, qu'il y a des Juifs qui sont homosexuels, des artistes ou peu importe. Et être Juif, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on explique qu'être Juif finalement, c'est d'ailleurs des gens qui sont extrêmement laïques, mais qui ont une loyauté, une fidélité envers l'histoire, la culture. Être juif, c'est pas être forcément croyant ou pratiquant. Être juif, c'est se sentir une appartenance à une histoire ou à une morale. C'est ça qu'on essaye d'expliquer. Être juif, c'est un acte volontaire et une fidélité que tu construis toi, en fait. Ton judaïsme, ton identité. Aujourd'hui, on accuse les juifs de tellement de maux, de tellement de crimes, etc., qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Donc maintenant, on va rentrer dans un endroit qui est interdit au public. Venez avec moi, il est réservé seulement aux professionnels.
Enchanté Karen, merci de me recevoir. Ici on est au sous-sol du mémorial de la Shoah. Ça s'appelle les magasins d'archives, les lieux où sont conservées toutes nos collections, photographies, objets, archives, livres. Ici nous sommes dans la salle de tri où quand on reçoit les nouveaux documents, on s'installe, on vide les cartons et on commence le premier tri pour voir de quoi il s'agit. Quel est toi le document le plus marquant que tu aies découvert ici? C'est les lettres. Des centaines et des centaines de lettres. Celle-ci a été écrite au camp de Gurs en 1942, elle est en allemand et on voit ici ces traces noires, c'est la marque de la censure par les autorités du camp à l'entrée et à la sortie. Donc il y avait tout un réseau qui se sont mis en place suivant les camps de lettres clandestines. Encore aujourd'hui, en 2026, on trouve de nouveaux documents? Tous les jours et presque plus en 2026 qu'en 1993 parce que non seulement on est plus identifié et identifiable, les gens viennent spontanément et surtout on va les chercher. Donc s'il y en a qui regardent la vidéo YouTube et qui ont des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale ou des vestiges liés à la persécution des Juifs, ils peuvent venir vous voir au mémorial de la Shoah Oui. pour vous déposer les documents. Et surtout ne pas penser, on en a déjà beaucoup et que c'est pas la peine qu'ils nous les apportent. Mais chaque document, chaque objet raconte une histoire différente. Ça, ce sont des dessins qui ont été réalisés par un artiste qui s'appelait David Brenna. C'était un juif russe, artiste vraiment de profession, et il a été arrêté parce que russe en juin 1941, interné au camp de Compiègne. Il a été transféré à Drancy. De Drancy, il a été déporté. Il a dessiné ce qu'il voyait en fait. Exactement. Il y a le Mirador, les baraques et l'église parce que le camp est à proximité de la ville. Il passait également un peu de temps à faire des croquis d'internés. Monsieur Georges Wellers, interné avec lui au camp de Compiègne, pareil, transféré ensuite à Drancy, déporté, convoi 76, mais lui est rentré de déportation. Et il est l'un des membres fondateurs du CDJC, du mémorial de la Shoah. D'accord, ok. Et ces dessins en fait continuent d'apporter des preuves de ce qui s'est réellement passé. C'est preuve d'abord que ces gens ont réellement existé, malgré l'internement, malgré les conditions terribles dans lesquelles ils étaient mis. Les artistes continuaient à produire autant que faire se peut. Donc on continue à voir un petit peu les archives. Alors là, on est dans la deuxième séquence de l'exposition. On essaye de montrer les phases principales de l'histoire du nazisme. C'est-à-dire qu'après le putsch raté de 1923, Hitler comprend qu'il va falloir mettre des formes pour arriver au pouvoir. C'est pas par la force. Voilà, le 30 janvier 1933, Hitler arrive au pouvoir légalement, à l'issue d'élections. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Dans un premier temps, c'est les Allemands qui ont été les premières victimes du nazisme. Les syndicalistes, les anti-nazis, les partis politiques, tout a été interdit dans l'Allemagne nazie. Et donc, on a nazifié l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il n'y avait nulle part où te cacher. Il fallait que tu sois nazi, que tu adhères au parti nazi. Si tu étais jeune, tu étais dans la jeunesse hitlérienne, etc. Une interdiction de tout sur le plan démocratique et avec une seule vision idéologique, c'était le nazisme. Et ici, de l'autre côté, c'est l'histoire de la France. Et donc, tu vois, en parallèle, voilà. L'un répond à l'autre. Comment le régime de Vichy s'est installé en France? Pourquoi le maréchal Pétain est arrivé? Et comment, lui, a compromis la France dans une alliance avec l'Allemagne nazie. Le premier terrain où les nazis et les Français pouvaient travailler ensemble, c'était la question de l'antisémitisme et la question de l'arrestation, l'internement des Juifs. C'est ce qui a été fait entre 40 et 41. On les a mis dans des camps. Et puis, à partir de 1942, ça n'était plus suffisant puisque les nazis ont décidé, les premières déportations des Juifs de France ont commencé en mars 42. Ça a été progressif avant d'en arriver à ce qu'on appelle, entre guillemets, la solution finale. Les choses dont on parle, elles sont documentées. Et pour montrer aussi qu'il y avait dans notre pays un antisémitisme virulent. Un génocide n'arrive pas tout seul. Ça commence d'abord en amont par des mots, par l'exclusion, des idées, des stéréotypes, des préjugés, etc. Et au bout du chemin, on peut arriver à un génocide. Ça, c'est les tampons, ça, ouais. Quelque chose dont on parle beaucoup, évidemment, c'est le marquage. Donc on parle du port de l'Étoile et on parle des papiers qui sont tamponnés juifs. Waouh, un tampon avec écrit juif dessus. Voilà. Qui venait à tamponner? Les autorités? Les autorités, la mairie, les employés de mairie, les agents de la préfecture de police. Tamponner les cartes d'identité et avec écrit... Carte d'identité, carte d'alimentation. Les Juifs ont été obligés de se déclarer. Dès octobre 1940, ils doivent se rendre dans les mairies en zone occupée. Et dans un second temps, bien plus tard, c'est le port de l'Étoile jaune. Donc ensuite, après les tampons, ils ont inventé un autre système puisque les tampons étaient un peu trop faciles à masquer ou à gommer. Et donc ils ont inventé le système de la perforeuse. Et ça, c'est déjà beaucoup plus difficile à masquer. J'ai pas fait attention, ok. Voilà. Thibaut, si tu veux, j'ai mis 2 documents de côté que je voudrais te montrer. On va mettre des gants. Quoi, des gants? Les archives, tu sais, c'est comme les êtres humains, ils peuvent attraper
avait des maladies et des virus. Waouh. Là, D'accord. Mein Kampf. Là, c'est le vrai Mein Kampf. C'est le vrai Mein Kampf. D'Adolf Hitler. À la suite du putsch de Munich en 1923, Hitler est jeté en prison. Il fait presque 1 an de prison. Et là, il écrit. Et en fait, il comprend que s'il veut être crédible, il doit écrire. Donc ici, c'est la présentation de son idéologie. C'est un programme électoral en fait qu'il a écrit. Exactement. Ok. Il n'y a pas tout dedans, parce qu'il y a des choses auxquelles il ne pense pas à l'époque ou qu'il ne veut pas écrire à l'époque. Il y a sa volonté, qu'il veut agrandir l'Allemagne, l'expansion territoriale avant la Seconde Guerre mondiale, l'Autriche, les Sudètes, etc. Mais globalement, il y a son idéologie raciale, parce que pour lui, les Juifs sont responsables de tout, de la défaite de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. L'antisémitisme, c'est ça, c'est-à-dire tu désignes un bouc émissaire idéal et tu vas en effet te dire c'est plus facile de désigner quelqu'un plutôt que de te regarder en face. C'est leur faute à eux, ouais. C'est leur faute à eux, c'est plus facile à accepter psychologiquement. Ouais. Dans le cas d'Hitler, la propagande, tu peux amener le peuple là où tu veux, à leur faire croire des choses. Il a besoin d'une adhésion totale de la population allemande. La presse sera interdite, la censure sera en place. Donc tu n'as pas d'autre solution que d'être nazi. Et surtout avec la race aryenne, la race supérieure. Si tu n'es pas aryen, tu es une race inférieure, donc je vais te mettre à l'écart. Il s'était obsédé par la pureté du sang. Et donc il y a par exemple des femmes allemandes qui vont être mises de côté ou assassinées parce qu'elles avaient des maladies génétiques. Ça ne correspondait pas à l'homme parfait. Exposition, le Juif et la France. Qu'est-ce que c'est? C'est une vraie exposition qui a lieu? Il n'y a pas les réseaux sociaux à l'époque, mais les nazis savent que la propagande c'est fondamental. C'est Joseph Goebbels qui va prendre en main toute la propagande qui va être orchestrée par le régime nazi. Et donc là c'est une exposition qui va faire le tour de l'Europe occupée par les nazis et qui va être traduite en plusieurs langues. Et cette affiche, elle est vraiment iconique. Elle rassemble tous les stéréotypes, ouais. Les griffes, le nez crochu qui contrôle le monde, ouais. avec ce visage terrible qui est celle d'un fossoyeur en quelque sorte. La France est qualifiée de juive. Les nazis, en arrivant en France, bien sûr, ils vont dire il faut désenjuiver la France. Donc on va expulser tous les juifs de l'économie, de la vie sociale, de la vie politique, etc. Parce que la France est juive, elle est contrôlée par les juifs. Ils ont compris les ressorts fondamentaux de la propagande, Ouais, de la communication. et de la communication. Ce que je peux vous montrer ici, c'est donc la loi portant statut des Juifs qui légalise la persécution des Juifs en France, qui définit d'abord ce qu'est un Juif. Une fois qu'on a déterminé qui ils étaient, ce qu'ils avaient le droit de faire ou de ne pas faire. Les annotations manuscrites que vous voyez sur le document, elles sont faites de la main du maréchal Pétain. Non. Donc ça a été authentifié. Il y a des experts qui sont intervenus, qui montrent surtout que le projet de texte qui lui a été proposé, eh bien, il l'a raffermi. Il a été plus strict. Par exemple, pour une exemption, être descendant de Juifs nés français ou naturalisés avant l'année 1860, il a dit non, ça on barre. Donc ça, c'est un document qui est extrêmement précieux pour répondre à tous ceux qui disent que Pétain a protégé les Juifs français. Ouais. C'est dingue de se dire que ça a été vraiment dans la loi. Encore une fois, on parle de la France, quoi. C'est le pays dans lequel on On vit. parle de la France, ils n'avaient plus le droit d'avoir le téléphone, ils n'avaient plus le droit d'avoir la radio. Le quotidien des Juifs pendant la guerre, donc ils doivent avoir des papiers tamponnés, les toiles jaunes que vous voyez ici, qu'il fallait porter cousues de manière bien C'est visible. une authentique celle-ci du coup. Tout à là fait, voilà. Donc on a vu les cartes d'identité, mais également carte d'alimentation. Donc ça, la carte d'alimentation, vous devez la sortir tous les jours. Quand vous devez faire vos courses, vous devez déclarer ne pas être juif si vous voulez ouvrir un compte en banque. Les juifs ne pouvaient plus monter que dans la dernière voiture du métro. Ok, non, je savais Voilà. pas. Ok. On connaît la photo du parc à jeux interdit aux juifs Oui, et aux bien chiens. sûr. Voilà. L'accès au magasin qui est réservé aux juifs à un horaire où les magasins sont déjà vides, puisque c'est le rationnement. Si on veut savoir ce que c'est une idéologie raciale amenée au pouvoir, il faut regarder le nazisme. Parce que dans les autres génocides, ça a été des phénomènes plus brefs. L'idéologie raciale existe, mais elle est moins visible parce que ça a duré moins longtemps. Le nazisme est légal, les lois raciales sont légales, donc à partir du moment où c'est légal, on a des milliers de textes de lois dans nos archives. Donc dedans, si tu veux, tu as véritablement vraiment beaucoup de choses si tu veux comprendre le nazisme. Au début, il n'a pas trop de succès, mais c'est à partir de ces conquêtes électorales dans les années 30 qu'il va diffuser très largement Mein Kampf. Et puis après, tu sais, quand les gens se marient en Allemagne, après 1933, donc après l'accession d'Hitler au pouvoir, on te remet Mein Kampf. Waouh. Voilà. Ok. C'est Comme cadeau de mariage. Comme cadeau de mariage, oui. Ok.
Voilà, maintenant je pourrais vous présenter deux objets parce qu'en fait, on raconte beaucoup mieux l'histoire en l'incarnant, en racontant les histoires de vrais gens. Regardez comme elle est belle. Oh, une trompette. Et elle est très belle parce que nous l'avons reçue en 2022, assez récemment, Ouais. et elle n'était pas du tout dans cet état-là, mais on l'a fait restaurer. À qui appartenait cette trompette et comment on le sait? Alors, cette trompette nous a été donnée par la fille du monsieur auquel elle appartenait. Il était musicien professionnel. D'accord. Et cette personne a été déportée, c'est ça? Il a été arrêté pendant la rafle du Veldiv, interné et déporté le 22 juillet 42. Il n'est pas revenu. Donc au travers de cet objet, ça nous permet de parler de lui, raconter son histoire. Et alors après, on a des mystères aussi. Là, je vais vous montrer, ça c'est très récent. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on l'a reçu. C'est un violon qui est très abîmé. Il n'est absolument pas jouable, évidemment. Et l'histoire de ce violon est assez incroyable. On sait très très peu de choses. En fait, ce violon a été trouvé par un monsieur qui était agent SNCF. Il a découvert ce violon laissé abandonné dans un wagon de train qui avait transporté des Juifs qui étaient envoyés au camp de Pithiviers, Bonne-la-Rolande. Les personnes ont laissé le violon derrière elles quand elles sont descendues du train. Ce monsieur l'a récupéré, il l'a gardé pendant toute sa vie. Sa fille raconte ses souvenirs dans ce petit carnet de la SNCF d'ailleurs. Effectivement, on n'a pas de preuve absolue, mais en toute bonne foi, tout porte à croire que c'est véritablement un violon qui a appartenu à un Juif qui a été arrêté et déporté. Là, on a notre livre. Qu'est-ce que c'est ça? Tout à l'heure, je te disais que la société allemande avait été totalement nazifiée. Et donc ça, c'est un livre pour enfants, Le champignon vénéneux, qui représente tous les stéréotypes qu'un juif pouvait avoir. Et l'idée, c'est que globalement, la première image, c'est une dame qui parle à son fils, qui lui dit, tu sais, dans les champignons, il y a des champignons qui sont comestibles et d'autres qui sont vénéneux. Je vais t'apprendre à reconnaître les champignons vénéneux des autres. Wow. Et puis après, elle l'applique aux juifs. Je vais t'apprendre à reconnaître dans la rue un juif parce que c'est comme un champignon vénéneux. C'est aussi dangereux. C'est un peu glaçant parce que l'idée qu'il fallait enseigner l'antisémitisme aux enfants. Dès le plus jeune âge, en fait. Exactement, pour qu'ils deviennent des bons nazis en étant adultes, des bons soldats. Et donc là, on t'apprend, bien sûr, dans ces Les clichés, caricatures, le gros nez, on le le voit. gros nez, tous les stéréotypes possibles et imaginables, l'argent, les juifs contrôlent le monde, ils contrôlent les médias, ils complotent contre tout le monde. Enfin, les stéréotypes antisémites sont quasiment les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Ça vient d'où le stéréotype sur les juifs et l'argent alors? À l'origine, il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, les Juifs n'avaient pas accès à tous les métiers, y compris en France. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des biens immobiliers, ils n'avaient pas le droit de posséder de terres. Donc, un certain nombre de Juifs n'avaient pas d'autre solution que d'être marchands. Ou alors, ils vont être ce qu'on appelle des prêteurs d'argent, qui est l'ancêtre de la banque. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont riches, ça veut dire qu'ils vont prendre l'argent de quelqu'un qui est riche. Eux, ils sont intermédiaires pour le prêter à quelqu'un qui a des besoins. Là, à la base, ouais. Et donc, on a qualifié les Juifs de banquiers, qui laisserait penser que quand tu es juif, tu es forcément riche. Mais tu sais, c'est grave, parce que c'est ça qui a amené l'assassinat d'Ilan Halimi. Ils l'ont kidnappé parce qu'il était juif. Et ils se sont dit, parce qu'il est juif, on va demander une très forte rançon. Et en fait, ses parents étaient très modestes, n'avaient pas d'argent. Et malheureusement, il a été assassiné. Il faut savoir que ces préjugés sont graves, parce qu'ils peuvent contribuer, malheureusement, à l'assassinat de certaines personnes, en fonction de ces préjugés. La chambre forte. Ah oui, ça rigole pas là. Ah non, ça rigole pas. J'aurais dû vous laisser faire. Ouais, si vous voulez un coup de main, n'hésitez pas. Alors, dans la chambre forte sont conservées notamment les listes originales des convois de déportation. Ce document, il est rentré dans nos collections très récemment. Il a été découvert février 1945 dans les cendres du crématoire à Birkenau, juste après la libération, dans une bouteille. Birkenau, 1944. Le texte, il est écrit en français par un juif qui a été déporté de France et qui a été affecté aux Sonderkommando, qui s'occupe de la gestion des corps, parce qu'en fait, il y a tellement de morts. À Birkenau, le Sonderkommando, c'est le complexe chambre à gaz, four crématoire et extermination. Que raconte cette lettre? C'est la dernière lettre d'un homme qui sait qu'il va mourir, puisque au mois de novembre a eu lieu la révolte des Sonderkommando. Ils savent qu'ils vont tous être éliminés. D'ailleurs, il dit que de son groupe, ils ne sont plus que 2. Le deuxième, c'est David Holler, et lui va rentrer de déportation. Et lui ne va pas témoigner, il va dessiner. Comment on peut croire que ça n'a pas existé quand on voit tout ça? C'est une lettre testament en fait. Il écrit à sa femme et à sa fille qui sait qu'il ne reverra pas. Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir après la guerre, qu'elle est encore jeune, sa femme, qu'elle-même refasse sa vie, donne des conseils pour les affaires. Et il donne également quelques informations sur ce qui s'est passé. Ça, pour moi, c'est extrêmement émouvant parce que c'est un document qui a été écrit par la main du déporté, au cœur de l'enfer, quoi, et qui a réussi à parvenir jusqu'à nous dans un état extraordinaire, et que la famille, qui l'avait conservé pendant des années enfermée dans un coffre, a décidé de nous la confier. Avec le seul regret que je ne pourrai vous revoir pour un seul instant.
C'est puissant. Hein. Et la lettre était accompagnée d'un petit mot qui disait « Prière d'un mourant de bien vouloir remettre ce pli au consulat de France ou à la Croix-Rouge pour la faire suivre à l'adresse. » Et donc des courriers, des lettres jetées du train. Au moment où les déportés quittent les gares, qui plus est, ils ont été fouillés avant le départ, donc ils n'ont plus rien sur eux. Donc on va trouver des mots qui sont écrits sur une carte de visite, un bout de papier qui traîne dans la poche. Et il y en a un, il le dit, il écrit à sa fiancée « J'écris cette lettre avec mon sang, parce qu'il n'a pas d'encre. Sur le train, chers parents, samedi 22 août 1942 à 1h30. Suis sur le chemin de Paris vers Drancy pour être peut-être libéré. Je suis dans le même train que Marcel et Jacqueline, ce sont ses petites cousines. Je vous embrasse de tout mon cœur. Votre fille chérie, Adi Fuchs. » Enfin, Adi, son vrai nom c'était Adolphe, mais du coup il se faisait appeler Adi. Il était tout jeune, il avait 14 ans. Adi a été déporté, il est rentré de déportation. Il était champion de ping-pong. Wow. Il est mort il n'y a pas très longtemps. On est en 1939. Les nazis envahissent la Pologne. Il y a 3,5 millions de juifs qui vivent en Pologne, 10% de la population. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rassembler la population juive dans des ghettos. L'objectif n'est pas encore d'assassiner les juifs. L'objectif, c'est de les mettre en dehors de la société et de se protéger des juifs qui sont porteurs de maladies. Mais ces ghettos-là, le plus grand, c'est le ghetto de Varsovie, où il y a plusieurs dizaines de milliers de juifs qui sont cantonnés dans un espace extrêmement réduit. Il y a des épidémies, peu de nourriture, il y a des morts tous les jours. Et ce que l'on voit sur ces images, c'est tous les jours on ramasse les corps. C'est une première étape avant l'extermination. Exactement. Exactement. Donc là, on peut voir une photo d'exécution de juifs. Juste à côté, c'est une vraie photo, ça, officielle? Oui, alors c'est une photo qui a été prise en Ukraine en 1942, donc on est quelques mois après le début de ces exécutions massives. Les nazis ont créé des commandos mobiles qui avancent derrière l'armée allemande et au fur et à mesure de leur avancée en Ukraine, ils assassinent la population juive qu'ils trouvent sur leur passage d'une manière très barbare. On voit ce qu'on appelle les fusillades massives. La première méthode de mise à mort de la population juive, c'était les fusillades. Ils rassemblaient des gens présupposés juifs et ils les fusillaient, mais il faut savoir qu'il y a 1,5 million de juifs qui ont été assassinés de cette manière. Ils rassemblent les gens, ils leur demandent de se déshabiller, donc on voit bien sur les photos que les gens sont nus, et ils sont assassinés. Et là on voit que les femmes et les enfants sont les premières victimes, parce que pour les nazis, les femmes et les enfants, c'est l'avenir. Qui a pris ces photos? Alors, il faut savoir que beaucoup de photos ont été prises de manière très officielle. Les nazis avaient un service photographique de propagande. C'était à la fois de la propagande et en même temps pour rendre compte. Tu fais prendre des photos et tu les envoies à Berlin aux autorités nazies qui sont à Berlin. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il faut aussi savoir... Ça me fait bizarre. Ah oui, ok. On enlève les gants, pardon. Les soldats nazis eux-mêmes trouvaient ça très exotique de prendre des photos des juifs morts. Et ils envoyaient ça à leur famille où ils le gardaient en souvenir. Tu as vraiment toutes sortes de photos, des photos officielles, des photos plus officieuses, des photos clandestines, pour au contraire témoigner en disant un jour quelqu'un verra ces photos et il verra ce que les nazis ont fait. Il y a eu des vidéos aussi un petit peu, on voit quelques petites vidéos il y a eu, à la sortie des camps. Ces films seront utilisés comme des pièces à conviction lors du procès de Nuremberg qui démarre en octobre 1945. Là, on a beaucoup, et c'est normal, parlé des victimes. Au début de l'existence du CDJC, on a surtout rassemblé les archives des bourreaux. Rien que pour mettre en place le processus de déportation des Juifs pour la France, ça a été des dizaines et des dizaines d'échanges de courriers, de tractations, de négociations pour dire quel convoi on fait partir en premier, à quelle date, les signatures des plus hauts responsables nazis, documents secrets. On a les documents, mais on a également les annotations manuscrites. On n'est plus en France, on parle vraiment de l'extermination des Juifs et de la mise en place de la solution finale, de la mise en place des ghettos, les rassemblements. Ah ouais, tu vois l'insigne nazi effectivement sur le document-là. Et Alfred Rosenberg, donc ce sont toutes ces archives, était l'idéologue du parti nazi. Tous ces documents très officiels, etc. Mais on a également ses archives personnelles. On a son agenda, son carnet d'adresses plus exactement, avec les numéros de téléphone. Donc on a Himmler, Hitler, Göring, etc. Et je vois pareil, il y a plein de cassettes, je me permets. Ce sont des microfilms. Avant la numérisation, pour reproduire les documents et pour qu'ils aient force de preuve, on réalisait dans les archives des microfilms. Évidemment, il faut un appareil spécial pour les lire, mais c'est simplement un négatif. Et en fait, on ne peut... des images, ok. C'est des négatifs, c'est une prise de vue de l'image à un instant T. Photos les unes à la suite des autres. Absolument. Et là, tu ne peux pas modifier le document, en fait. Parce qu'aujourd'hui, avec un document numérisé, tu fais ce que tu veux. On numérise énormément aujourd'hui, mais c'est pour des facilités de communication du document en salle de lecture. Mais il faut garder les preuves, voilà. Quand on a l'original, on numérise, il n'y a pas de problème. Si besoin, on sort l'original. D'ailleurs, dans le classeur, là, il y avait le télégramme d'Isieux qui a permis l'inculpation de Klaus
Klaus Barbie pour crime contre l'humanité. Et au moment du procès, il y a eu tout un débat, notamment de la part des avocats de la défense, pour dire on n'a pas vu le document original, si ça se trouve c'est un faux, etc. Il y a eu toute une enquête, parce que le document avait été mal rangé. Ils ont eu du mal à le retrouver. Mais ils l'ont retrouvé, ils l'ont fourni, et il a été présenté au procès. Klaus Barbie, un des responsables de la persécution des Juifs en France, il officiait à Lyon. Il est notamment responsable de l'arrestation et de la torture de Jean Moulin, mais également de l'arrestation des enfants juifs qui avaient trouvé refuge dans la colonie d'Isieux. Isieux, c'est dans l'Ain, une petite maison très mignonne dans les montagnes. Le couple Zlatin les avait emmenés là, ils étaient sortis des camps pour un certain nombre. Pour les protéger, pour les sauver, ils les avaient rassemblés dans cette colonie. Et c'est Klaus Barbie, qui était à l'époque dans la région de Lyon, donc, qui a procédé à l'arrestation de 44 enfants. Wow. Et c'est le document, pénurie de papier pendant la guerre. Pénurie de papier, donc, on utilise des cartes d'état-major dont on n'a plus l'utilité, parce que de toute façon, ils ont changé les frontières. Ce document fait état de la rafle dans la maison d'enfants d'Isieux dans l'Ain. Ont été arrêtés 41 enfants âgés de 3 à 13 ans et qu'ils seront transportés par le prochain convoi pour Drancy le 7 avril 1944. Et c'est signé Barbie. Et c'est ce document, donc l'original, qui a été prêté au tribunal. Et évidemment, ils nous ont rendu les documents après. Et tous ces documents-là prouvent la culpabilité, mais c'est celui-ci qui a permis de l'accuser de crime contre l'humanité, Wow. donc imprescriptible. On est en 87. Puis comment on s'adresse à un public peut-être qui viendra jamais au mémorial, c'est vrai que c'est intéressant qu'il sache tout ça. Voilà, des procès, des tampons, des papiers. C'est qu'un petit bout ici là. C'est un tout petit bout ici. Alors, ici on voit plein de photos d'enfants. Qu'est-ce que c'est cet endroit-là? Alors en fait, dans l'exposition, on a voulu terminer par cet espace que nous avons dédié aux enfants juifs qui ont été déportés depuis la France. Sur les 76 000 juifs déportés de France, il y a 11 000 enfants qui ont été déportés. Parmi ces 11 000 enfants, on a réussi aujourd'hui à collecter environ 5 000 photos. Wow. Sur les 11 000 enfants. C'est des vraies photos d'enfants qui ont été déportés. C'est ça. Ce sont des photos qu'on a obtenues de toutes les manières possibles et imaginables parce qu'on fait un travail de collecte partout, dans toute la France, à l'étranger, etc. En sachant, si tu veux, que la photo, c'est pas quelque chose de répandu sur le plan individuel. Aujourd'hui, on prend des photos de tout. Mais à l'époque, c'est pas quelque chose de répandu. Ce qui est pour nous intéressant dans cet espace, c'est aussi de montrer la nature du crime. On a voulu tuer des gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils sont nés quelque chose. Un enfant est innocent, mais pourtant ils étaient parmi les cibles prioritaires des nazis parce que c'était l'avenir d'un peuple. Là vraiment on se rend compte on met un visage sur tous les noms qu'on a vu précédemment et on se projette, je trouve, encore plus. Oui, c'est ça. C'est aussi l'idée de sortir de la statistique. C'est aussi l'idée de se dire qu'est-ce que ces enfants ont pu vivre dans un camp d'internement, dans le convoi entre Drancy et Auschwitz, en descendant du train à Auschwitz. C'était des êtres humains heureux, avec la joie de vivre qu'on peut avoir quand on est un enfant. On est totalement insouciant. C'est ça la vie d'un enfant. Et puis tout d'un coup, on va les arracher à la vie et les empêcher finalement d'avoir une vie quelle qu'elle soit. Voilà. Vous avez ici toute la collection des archives photographiques, cette fois-ci, sur les expériences médicales. Ils testaient ces brûlures, c'est des brûlures? C'est les brûlures, des injections de produits. C'est quoi? C'est des vraies photos prises peut-être par les nazis, c'est ça? C'est des vraies photos prises par les nazis, oui, tout à fait. Des vraies photos de nazis également, enfin de criminels de guerre, plus exactement. On peut plus dire c'est des photos de nazis? Si, mais c'est parce qu'il n'y a pas que les nazis, malheureusement, dans les criminels de guerre. Beaucoup étaient nazis, mais pas tous. Ils ont des têtes de monsieur et madame tout le monde, en fait. Mais ce sont monsieur et madame tout le monde. Ouais. Les dénonciateurs, les collaborateurs, c'est votre voisin, le commerçant d'à côté, et qui trouve une opportunité, bénéficier de votre appartement qui est plus grand. Les photos des procès sont très intéressantes également. Procès de Nuremberg, du coup. Alors, aussi. procès de Nuremberg et tous les traducteurs qui sont là. J'imagine que c'est la porte d'une baraque qu'on pouvait retrouver dans un camp de concentration, c'est ça? Là, c'est la façade de la baraque numéro 6. C'est une vraie? Absolument. C'est pas une reconstitution, c'est une vraie. C'est pas une reconstitution de Beaune-la-Rolande. C'est-à-dire que là, on est encore en France. Il faut comprendre que les Juifs ont été arrêtés en général par la police française ou les gendarmes français, qu'ils vont être parqués temporairement dans des camps en France. Comme Drancy, par exemple? Voilà, comme Drancy, avant d'être déportés après
en Pologne, en Haute-Silésie, vers le centre de mise à mort où ils vont être assassinés. Ok. C'est le camp d'internement de Beaune-la-Rolande, à côté de la ville d'Orléans, dans le Loiret, où il y avait 2 camps, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Donc un camp d'internement, c'est pas forcément un camp d'extermination. Non, pas du tout. Ouais. Le camp d'internement, c'est sur le territoire français. Et cette photo est très intéressante, vous la trouvez dans le film Nuits et brouillard. Sauf qu'il y a la censure encore à l'époque, en 1956, et qu'on va couper le gendarme français pour pas montrer que c'était les gendarmes français qui assuraient la garde du camp. Voilà. Bah, la France avait honte. Il fallait travailler à la réconciliation. Lorsqu'on fait les travaux d'agrandissement du mémorial dans les années 2000, il y a un monsieur qui m'appelle, qui me dit « Bonjour, je suis agriculteur. Mon père a récupéré une baraque au lendemain de la guerre parce qu'on cherchait du bois pour se chauffer, etc. » Et lui, une fois qu'il a récupéré la baraque, il n'a pas osé la brûler quand il a compris qu'on a interné des gens à l'intérieur de ces baraques, et des enfants en particulier. Donc il a gardé cette baraque dans sa ferme. Il est décédé et son fils qui nous appelle, il nous a dit écoutez, c'est une relique, je veux vous la donner pour que vous la montriez. Et donc on l'a installée ici comme si en fait elle avait toujours été là. Elle a trouvé sa place dans cet endroit qui n'était pas prévu. C'est important d'avoir des objets physiques Bien sûr. originaux qui montrent la réalité de ce qu'a été la guerre. Gabriel, ici où est-ce qu'on est alors? Ici, nous sommes en face de la cité de la Muette, qui est l'ancien camp d'internement de Drancy. On l'aperçoit juste derrière nous. Et nous sommes en face du monument qui date de 1976, qui est là pour marquer l'espace et pour nous rappeler l'importance historique et le poids historique également de ce lieu, qui sinon reste invisible pour les passants. C'est ici que les déportés juifs étaient prisonniers avant de partir en Allemagne, dans différents camps, Auschwitz, Pologne. Exactement, c'est là que la plupart des Juifs de France vont être amenés après leur arrestation et ensuite, après un séjour dans le camp de Drancy, vont être déportés vers les centres de mise à mort en Pologne et pas majoritairement Auschwitz-Birkenau. Les prisonniers passaient combien de temps en moyenne ici dans cette prison Certains vont passer des mois et des mois et des mois sans savoir ce qui les attend et d'autres vont passer une semaine. Simone Veil a passé une semaine dans le camp de Drancy. Donc autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup de souvenirs de Drancy pour le coup parce que c'est vraiment un camp de transit, de passage pour certaines personnes, pour la plupart. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme vestige? C'est le bâtiment en forme de U qui est ici. Par contre, tout ce qui est la baraque de fouilles qui était en bois, les lavoirs collectifs et les latrines collectives n'existent plus du tout. Les fils de fer barbelés, évidemment. À quel moment ils ont décidé de tout enlever? Ils se sont pas dit on va garder ça comme vestige pour pas oublier? Est-ce que c'est la France qui avait honte? C'est pas exactement là une question de honte pour le coup, c'est plutôt que après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une crise du logement. Notamment, il y a eu des bombardements dans le département, donc il faut loger des personnes. Ce bâtiment devait être à l'origine des logements sociaux, donc il est décidé dès la fin de la guerre de retransformer finalement ce bâtiment dans ce qu'il devait être. Donc c'est un HLM aujourd'hui. Et en fait, ça a permis de conserver justement finalement le bâtiment parce que c'est de logements, donc le bâtiment n'a pas été détruit. On va aller voir une prison tout à l'heure. Elle est située où ici? Donc il y a plusieurs prisons qui étaient dans le camp, qui sont au niveau des sous-sols, donc c'est ce qu'on appelle les caves prisons. Et celle que nous on va visiter, elle est dans le bloc 3. Faut s'imaginer, faut se projeter, il y avait les 2 rangées de fils de fer barbelés, la ronde pour les gendarmes qui opèrent la surveillance du camp. Donc il y a une surveillance qui est extrême. Bien sûr. Attention, zone d'archives. Alors ici, on est vraiment dans le lieu de conservation des archives du mémorial de la Shoah. C'est le cœur de l'institution, c'est par là que ça a commencé. La collecte des documents qui allaient servir de preuve pour que les victimes puissent faire valoir leurs droits après la guerre. Donc aujourd'hui encore, on collecte, classe, catalogue pour que les chercheurs, les historiens et les familles puissent trouver les éléments d'information qui leur sont nécessaires. Des lettres, une demande de naturalisation, des courriers. Là, on voit que la personne a fait la déclaration. Donc, il est allé se déclarer à la préfecture de police. Voilà, une attestation comme quoi il y a une communion solennelle. Certains ont été baptisés pendant la guerre pour éviter les... D'accord, ok. Un cahier cours élémentaire. Voilà, Maurice. Et c'est vraisemblablement la dernière chose qui reste de ce petit garçon. Ses parents ont été arrêtés pendant la rafle du Veldiv. Les enfants sont cachés. Et après la guerre, les enfants récupèrent l'appartement. Ils ont dû faire un procès pour récupérer l'appartement de leurs parents. C'est qu'il y a tout un sujet là-dessus aussi. Donc tout ça, c'est des morceaux de vie à chaque fois. Du coup, Gabriel, derrière nous, on a un wagon. Tu peux nous expliquer l'histoire du wagon? Un wagon qui date des années 1940, qui a été retrouvé après-guerre dans la gare de Juvisy. Et c'est certainement un wagon qui a servi à la déportation des Juifs de France. C'est typique des wagons de déportation, un wagon à bestiaux. En l'occurrence, plutôt pour des chevaux, on le voit avec la hauteur des fenêtres. Dès l'extérieur, on peut s'imaginer combien ils étaient, l'entassement des personnes. Puisque dans un wagon comme ça, il y a entre 50 et 80 personnes, et plutôt autour de 80 personnes. Donc on peut s'imaginer réellement que les personnes sont les unes sur les autres. Du coup, Gabriel, est-ce que tu penses qu'on a le droit d'aller voir à l'intérieur du wagon ou pas? Oui, on peut ouvrir le wagon. On a l'autorisation? On a l'autorisation. Parce que d'habitude c'est fermé, c'est ça? D'habitude c'est fermé, on ne l'ouvre qu'exceptionnellement. Et aujourd'hui c'est un cadre exceptionnel?
Il faut croire. Allez, nickel. Pour les déportés qui partaient de Drancy pour aller jusqu'à Auschwitz, il y avait combien de temps de trajet? Ils vont faire 10 minutes en autobus, puis monter dans un wagon comme ça, et ensuite c'est un trajet de 2 jours et 3 nuits à peu près. Donc il faut passer la frontière avec l'Allemagne et ensuite avec la Pologne. Voilà. Donc eux, évidemment, ils ne savent pas combien de temps va durer le trajet, et c'est un trajet qui est assez long dans les conditions dans lesquelles ils sont, sans eau, quasiment aucune nourriture, sans conditions hygiéniques. Du coup, là, ça y est, on est à l'intérieur du wagon. Première remarque, il fait chaud. Pourtant, on est en mars. Les déportés partent été comme hiver. On peut s'imaginer qu'il fait extrêmement chaud effectivement à l'intérieur. Ils sont 70-80 personnes et extrêmement froid en réalité l'hiver aussi. Comme on dit souvent, en fait, ils étaient déshumanisés. Exactement, ils sont déshumanisés puisque leur transport n'est pas un transport considéré comme important, si ce n'est les acheminer vers leur destination pour les assassiner. Drancy, on est au-dessus de Paris. Tac, Francfort, tac, tac, tac. On longe la Pologne et on va jusqu'à Auschwitz en Pologne. Voilà, et il y a également 4000 juifs de France qui sont partis de Drancy pour aller au centre de mise à mort de Sobibor avec seulement 2 rescapés. C'est qu'on en parle beaucoup moins de celui-là. On en parle beaucoup moins et pourtant 4000 personnes juives de France y ont trouvé la mort. Donc voilà, il est vraiment invisibilisé. Et après, je pense qu'il y a une dernière chose sur ce wagon, c'est que c'est un wagon de la SNCF et qu'elle va mettre à disposition de l'occupant nazi des wagons de déportation. Et donc quand on parle de collaboration du régime de Vichy, on parle notamment de ça. C'est pas pour la défendre, mais est-ce qu'elle avait le choix? Oui, parce que c'est un outil qui appartient à l'État français, qui est donc le régime de Vichy et qui peut choisir de mettre à disposition des gendarmes, des policiers et des outils tels que la Société nationale des chemins de fer. Donc oui, la réponse est oui, sans aucune ambiguïté. Quand on parle de collaboration, là, on est les 2 pieds dedans là. Oui, absolument. Et ce sont des gendarmes français qui escortent également jusqu'à la frontière ce genre de convoi. Ouais, c'est ouf de le rappeler quoi. Bah oui, je pense que c'est important pour le coup. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, la SNCF, au contraire, participe à beaucoup de projets de mémoire autour de la Shoah, mais à l'époque, eh bien, c'est un outil clairement de déportation qui est très utile pour les Allemands et le régime de Vichy. Bien que beaucoup de cheminots aient résisté. Jacques, derrière moi, il y a plein de noms au mur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Sur le mur extérieur du mémorial, il y a la liste des justes de France. C'est-à-dire qu'on a voulu mettre un focus sur la population française qui a pris des risques pour sauver des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. 76 000 juifs ont été déportés de France, ça représente 25% de la population juive d'avant-guerre. Mais 75% des juifs de France ont été sauvés grâce à la population française. Waouh. On avait sans doute à l'époque un des gouvernements qui a été le plus antisémite parmi les régimes en Europe, mais à l'inverse, la population française s'est mobilisée. Comment c'est qu'on peut être injuste? C'est un vrai processus, 3 à 4 témoignages de gens qui ont été sauvés pour rendre hommage. Et donc c'est très sérieux. C'est une commission qui est présidée par un juge de la Cour suprême, pour te dire à quel point c'est hyper sérieux. Tu vois, il n'y a pas des milliers de gens qui reçoivent le titre de juge. Est-ce que encore aujourd'hui on rajoute des noms Oui, ou pas? oui, encore aujourd'hui. On rajoute des noms, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les justes, en fait, ne cherchent pas de médaille. Et donc il y a plein de gens qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont pas intéressés par recevoir une médaille, qui l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était humainement leur devoir. Et parfois, ils n'ont même pas raconté à leur famille ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Wow. Il y a des gens qui ont sauvé plusieurs dizaines de personnes, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on voit que c'est dans toute la France, pas seulement qu'à Paris. Oui. On a du Paris, on a du Pau, Périgueux. Ouais. Après la rafle du Veldiv, où il y a 13 000 juifs qui ont été arrêtés à Paris les 16 et 17 juillet 1942, en plein jour, où des familles entières avec des enfants, des grands-parents ont été arrêtés par la police française pour être livrés aux nazis puis déportés, on estime que c'est à ce moment-là que la population française, qui a vu en plein jour les rafles, on ne pouvait pas imaginer, parce que c'était la propagande de Vichy, que les gens partaient travailler à l'Est. On n'envoie pas des enfants travailler à l'Est, des nourrissons, des gens qui ont plus de 80 ans. Là, ils sont dit, il y a un truc qui cloche. Exactement. Et ils ont commencé véritablement le sauvetage de la population juive. Je prends un exemple. En Hollande, 75% des Juifs ont été déportés et 25% ont été sauvés. En Pologne, plus de 95% des Juifs ont été assassinés. Donc le peuple français a vraiment eu un rôle. Voilà, il y a un rôle important, 75% des Juifs sauvés. Il ne faut pas l'oublier, les Français se sont comportés d'une manière héroïque, malgré... Pression du régime de Vichy. Exactement, et tout, exactement. Jacques, ici c'est le mur des noms, qu'est-ce que ça signifie? On a gravé dans de la pierre les noms de tous les Juifs qui ont été déportés depuis la France. On s'est dit qu'on allait mettre à la lumière les noms de ces gens que les nazis ont assassinés dans la pénombre d'Auschwitz. Les nazis étaient convaincus que même morts, les Juifs étaient une menace pour la race aryenne. Wow. Les nazis gazaient les Juifs, mais ils brûlaient les corps. Donc la problématique pour les Juifs après-guerre, c'est comment on fait le deuil quand il n'y a pas de corps. Et donc,
Le mémorial a été créé en 1956 pour répondre à cela, en recréant presque une pierre tombale, en gravant un nom dans la pierre et pour permettre à des gens de pouvoir venir se recueillir. Tu vois, on a mis les prénoms, les noms et les dates de naissance. Alors forcément, tu fais les calculs. En haut, il y a les dates de déportation. Tu t'es dit, tiens, c'est un gamin qui avait 4 ans. Mais de quoi on parle? Et surtout, on se rend compte de l'immensité aussi et du nombre de personnes. C'est ça. Quand on voit tous ces noms. 76 000 juifs déportés de France, tu vois l'immensité. Et ça continue à l'intérieur aussi. Ça là. continue à l'intérieur. Le premier convoi part le 27 mars 1942. Les nazis sont tellement obsédés par l'assassinat des juifs, même dans la défaite, ils continuent à déporter des juifs et à assassiner des juifs. Le dernier convoi qui part de France part le 17 août 1944. Paris est libéré le 25 août. Pour te dire à quel point on est dans une haine obsessionnelle. Bien sûr. Quand on est là, on comprend mieux ce que c'est un génocide. La liste des convois de déportation, donc nous avons les listes pour tous les convois qui sont partis de France quasiment. Tout était noté, archivé. Tout a été extrêmement bien organisé. L'identification s'arrête au départ. Alors on sait, parce qu'on a des témoignages, que certains meurent pendant le transport. Il y a 2-3 jours de transport suivant les convois, dans des conditions parfois très froides l'hiver ou très chaud l'été. À l'arrivée, on ne reprend pas la liste qui pourtant, il y a une liste qui accompagne le convoi. En fait, il faut une sélection sur place à l'arrivée du train. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Hommes, femmes, vieillards, femmes avec enfants, et en fonction des besoins. Il se peut qu'il y ait des jeunes, femmes ou hommes en capacité de travailler, mais si à ce moment-là, il n'y a pas la nécessité de travailleurs supplémentaires, parce qu'il y a eu plusieurs convois qui sont arrivés et que le camp est plein, on va envoyer à la mort directement des gens qui auraient pu travailler. Et donc les seuls pour lesquels on a des infos à l'arrivée, c'est ceux qui, comme on dit, rentrent dans le camp pour travailler. Ils sont sélectionnés pour travailler. Tous les autres, on ne sait pas à quel moment ils sont morts. Dans le train, juste à l'arrivée, quelques jours plus tard. D'accord. Et ces listes, donc ça c'est la liste du convoi du mois d'août 42 qui part de Drancy, c'est le 20e. Et donc c'est grâce à ces documents qu'on a été en mesure d'établir le mur. Autrement, on n'aurait pas pu. Mais c'est aussi à cause de ces documents qui sont faits dans l'urgence, quelques jours avant le départ du convoi, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de transcription, des noms barrés, etc. Et donc ce convoi en particulier du mois d'août 42, c'est là où on voit la déportation des enfants. Donc tous ces enfants dont vous avez vu les visages, vous voyez, 32, 33, 37, 31, Année de 39, naissance, ouais. c'est l'année de naissance. Ils ont 3 ans, 10 ans, 12 ans, des wagons entiers remplis d'enfants. Les nazis décident de déporter plusieurs convois à partir de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, mais dans un premier temps, ils ne déportent que les parents. Vont rester 4000 enfants dans les camps du Loiret. Quand Laval apprend qu'il reste des enfants, il a peur que ça fuite et qu'on apprenne que la gendarmerie française est en train de garder des enfants seuls, abandonnés. Donc il les fait transférer à Drancy en train. Et quand ils vont arriver en train à Drancy, eh bien, il y a des enfants qui sont tellement petits qu'ils ne connaissent que leur prénom. Il y a des nourrissons, il y a des bébés. Ils vont être déportés comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont passer quelques jours à Drancy et puis ils vont être déportés sans nom. Et le travail du mémorial, c'est aussi de retrouver les noms de tous les gens qui ont été déportés. Donc ça fait partie du travail que l'on mène dans les archives. C'est un triste épisode dont Vichy est entièrement responsable. Il y a des familles entières qui ont été assassinées. Et donc nous, notre rôle, c'est aussi de garder leur nom et de raconter leur histoire, parce qu'il n'y a plus personne pour le faire. Est-ce qu'il y a des noms un peu connus ici? Il y a Simone Jacob, Simone Veil. C'est Simone quand elle Veil, s'est là. mariée qu'elle est devenue Veil. Et est-ce qu'on peut retrouver le nom de Ginette Kolinka, avec qui j'avais fait une vidéo YouTube il y a 7 ans? C'est Ginette Tcherkavsky. On ne dira pas son âge, hein, Ginette, elle n'aime pas qu'on dise son âge. Non, non, non. À côté de moi, on a des pierres gravées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des carreaux de plâtre qui ont été découverts en 2009 lorsqu'on a fait des travaux de rénovation. Wow. On a découvert sur ces contre-cloisons des graffitis, donc des traces laissées par les internés, souvent la veille de leur déportation. Donc une dernière trace de preuve de leur existence. Donc celle-ci est particulièrement connue, c'est celle d'un petit garçon qui a été déporté à l'âge de 14 ans. Wow. Donc il a marqué son nom et son prénom, Martin Spindle, arrivé le 27 mars 1944, déporté le 13 avril 1944 par le même convoi que Simone Veil et que Ginette Kolinka. Et lui, il n'est pas revenu de déportation, il avait 14 ans, donc peu de chances de revenir. Et c'est ce qu'on retrouve sur un certain nombre du coup de ces carreaux. On les a retrouvés notamment dans les escaliers de départ, donc là où sont transférés les internés la veille de leur déportation. Donc ils savent qu'ils vont partir à l'Est, ils ne savent pas pour combien de temps et s'ils reviennent. Et ils laissent, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, pour différentes raisons personnelles, ils laissent une trace de vie. Et notamment sur celui-ci, il y a quelqu'un qui a marqué « Je reviens » et une signature. Et en fait, c'est Fernand Bloch, il est revenu, effectivement, il a survécu pour le coup. Voilà. Mais il y en a d'autres, évidemment, qui ne reviennent pas
dans la majorité des cas. On a aussi des dessins qui ont été faits, Ouais. des dessins parfois qu'on n'arrive pas à identifier. Celui-ci, par exemple, on ne sait pas qui a fait ce dessin. Il a représenté un homme juif parce qu'il a l'étoile, il porte une kippa et un chandelier. Ouais. Il a son sac à dos, donc est-ce qu'il part en déportation? Est-ce qu'il arrive à Drancy? Ouais, c'est vrai que ça la dessine un peu avec le cliché, avec le gros nez, Un etc. petit peu. Il y a un côté moqueur, tu penses ou... On ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Léo, mais Léo qui, on ne sait pas. Ou ce qu'il a Impossible. vu sur les panneaux de propagande, comme on l'a vu depuis C'est le ça. début de la vidéo. C'est ça. Tu sais qui avait écrit ça du coup Alors c'est pas très sûr, c'est soit c'était écrit comme ça pour on va dire, donner les règles, la réglementation aux internés. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est peut-être des internés eux-mêmes qui l'ont écrit pour que les futurs internés connaissent les règles et ne se fassent pas sanctionner. Parce que les règles sont pas très claires. Ouais. Et en fait, n'importe quelle règle qui n'est pas respectée peut valoir 8 jours dans la prison du camp, 30 jours dans la prison du camp. Donc vaut mieux savoir qu'il ne faut pas quitter sa chambre après 10 heures. Voilà, ça c'est intéressant aussi. C'est les affiches allemand-français. Une nouvelle tentative de meurtre a été commise en août 1942 contre une personne loyale envers les forces d'occupation. Par cet acte, le nombre de victimes s'est porté au total de 2 morts et 3 blessés. En conséquence, j'ai ordonné la déportation de 50 personnes. D'accord, ça c'était placardé dans la Dans les ville. murs. Dès qu'il y avait un sabotage ou un Allemand qui était assassiné, hop, en représailles, il y avait soit X otages fusillés, soit X personnes déportées, etc. Waouh. Ça, vous affichez pas tout tellement il y en a, Non, c'est ça ou... non, non. Elles sont toutes numérisées. C'est une affiche de propagande pour le parti nazi. Ah, le NSDAP. Voilà. Tous les hommes pour Hitler. Nous voulons le national-socialisme. Je pense que c'est au moment des élections. 1925. 1928. Avec la En fameuse faveur croix ici. Du NSDAP. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'archives encore. On pourrait presque faire une vidéo YouTube entière sur cette partie-là du mémorial de la Shoah. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo. On peut préparer tout ça ensemble et découvrir encore plus de choses. Alors du coup on a une autre plaque ici. Sous cette allée d'1,50 m de profondeur, passait le tunnel de l'évasion du camp de Drancy. 70 internés répartis en 3 équipes œuvrèrent de jour et de nuit pour sa réalisation. Commencé en septembre 1943, long de 36 mètres, il fut découvert par les nazis en novembre 1943 et ne fut jamais achevé. Il manquait 3 mètres pour atteindre la liberté. Là sous nos pieds il y a réellement un tunnel, c'est ça? Exactement. Les fondations du tunnel sont sous nos pieds. Il courait depuis le sous-sol du bout du camp jusqu'à l'extérieur. Il devait sortir de l'autre côté des fils de fer barbelés et permettre théoriquement l'évasion des milliers de détenus qui étaient dans le camp. Wow. Malheureusement, on pense qu'il y a eu une dénonciation. Le commandant SS du camp va retourner du coup sur le camp, découvrir le tunnel et torturer et faire déporter les responsables, dont certains se sont évadés du convoi de déportation et ont pu raconter. Waouh. Voilà. On peut y accéder ou pas au tunnel? Malheureusement, on ne peut pas accéder au tunnel parce qu'il y a eu la construction de ce gymnase, il a été recouvert. D'accord. Et donc il est réellement en dessous de nos pieds, mais pas visible malheureusement pour nous. Ça serait incroyable de pouvoir voir le tunnel comme ça. Pas forcément d'y accéder, mais tu sais, d'avoir une petite verrière pour le voir à travers, ce serait dingue. Surtout que c'est un symbole de la résistance des juifs qui ne se laissent pas faire et qui veulent sauver absolument tout le monde, y compris les hommes, les enfants, les femmes, etc. qui sont dans ce camp. Ouais. Du coup, on va rentrer dans la cage d'escalier depuis laquelle on va voir une des prisons du camp, donc dans le sous-sol. Et ensuite, c'est là. Waouh. Donc là, dans la prison, c'est ça? C'est là que sont envoyés les internés qui ont commis une infraction, dont on pense qu'ils ont peut-être commis une infraction du style trafic de cigarettes, voler des épluchures dans la cuisine, ne pas se mettre au garde à vue quand un gendarme passe. C'est ouvert au public ou pas? Ce n'est pas ouvert au public, on ouvre pour les journées du patrimoine. Comment on sait que c'était une prison? Il y a des vestiges, des preuves? Alors, non seulement on a les témoignages, mais surtout on a des vestiges, on a des traces laissées par les internés, notamment celle-ci qui est assez exceptionnelle. Il y a plusieurs étoiles de David, donc des Magen David, et une prière en hébreu. Cette prière, c'est le Shema Israël, qui est la prière la plus importante dans le judaïsme. Donc là, c'est clairement des internés juifs qui ont laissé ces prières derrière eux. Et on a également, il me semble, ici, un dessin, voilà, une tête qui a été dessinée, pareil, on ne sait pas par qui. Et ensuite, sur les briques, on a plein de noms et de dates. Donc par exemple ici, Paris, mercredi 20, et un nom qu'on n'a pas réussi à déchiffrer. Schment. Ouais, Schmenti, on ne sait pas. Ouais. On sait pas. On a essayé de chercher, on ne sait pas. On a ici 2 L dans un cœur. On dirait un petit peu un message d'amour ou un De monogramme. toute façon, personne n'y a accès ici, c'est fermé à clé, donc Exactement. il n'y a pas de jeunes qui pourraient descendre aujourd'hui. Ah non. Non, surtout qu'en fait, ils ont tous été photographiés il y a plus de 20 ans. Ah oui. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est souvent des barres comme ça. Donc les personnes qui comptent le nombre de jours. Combien de prisonniers pouvaient être entassés ici? Alors c'est assez variable et surtout on n'a pas de chiffres pour sûr malheureusement, mais autour de 20-30. Voilà, une vingtaine, une trentaine de personnes dans cette petite pièce qui est ici. Pas de fenêtre, rien? Non, pas de fenêtre, pas pour celle, effectivement, pas de fenêtre, pas de lucarne. On n'est pas 100% sûr de si c'est
éclairés ou non, mais voilà, ça on n'a pas assez d'informations pour savoir. On sait qu'ils, globalement, ils n'ont rien à manger. Et on sait aussi que la plupart des personnes qui sont emprisonnées dans le camp sont ensuite déportées. Donc généralement, si quelqu'un est enfermé, c'est pour ensuite être sur la prochaine liste de départ. Et on sait aussi que certaines prisons servent à torturer. Il y a des tortures, voilà, des coups de cravache, des coups de pistolet, du gravier qui est balancé, etc. à la figure, à la fois du fait des gendarmes, mais aussi de la SS, évidemment, qui est dans le camp. Que la SS est présente aussi dans le camp. Tout à fait, ils ne sont pas très nombreux, ils sont moins de 10. Il y a beaucoup plus de gendarmes, ils sont environ 300. Et les violences sont du fait à la fois des gendarmes et de la SS. Donc là, on a une autre plaque devant nous. Tu me disais que normalement, il fallait prêter attention à Camille Mathieu. Alors, Camille Mathieu, c'était un des gendarmes qui surveillait le camp de Drancy. Et parmi les à peu près 300 gendarmes qui surveillaient le camp, c'est le seul qui a, que l'on sache, il a sauvé 8 juifs du camp de Drancy en les faisant extraire du camp et en les cachant grâce à sa femme Denise et sa maman. C'est exceptionnel, il a été limogé à la suite de ça, il est entré en résistance, il a la grande chance de ne pas avoir été déporté et du coup il est reconnu juste parmi les nations, donc un non-juif qui a sauvé des juifs pendant la guerre. Et sa femme Denise, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, qui a participé qui aussi. a absolument participé, qui a été fondamentale dans le sauvetage de ces 8 juifs. Le racisme et l'antisémitisme ont conduit à des massacres, des génocides sur le plan historique. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes là pour dire aux gens, mais n'oubliez pas ce qui s'est passé. C'est pas si loin de vous. Ça s'est passé dans notre pays. Eh bien, nous, on est là pour raconter ce que le racisme peut faire comme méfait. Quand demain, les rescapés de la Shoah auront disparu, les seules preuves de ce qui s'est passé, ce seront les archives. Et les vidéos YouTube. Ah bah, je compte sur toi, Thibaut. Mais nous travaillons aussi sur l'histoire des génocides. Tu verras qu'il y a une exposition sur le génocide des Arméniens, sur le génocide des Herero et des Namars. Mais là, on compare des crimes de même niveau pour comprendre les processus, les points communs, les différences, et pour montrer aussi que toutes les victimes ont le droit au même respect. Et c'est ça qui est très important. Si tu viens ici au mois d'avril, tu verrais la communauté des rescapés Tutsis qui viennent au mémorial pour commémorer le génocide des Tutsis au Rwanda. Ils considèrent que le mémorial, c'est aussi leur mémorial. C'est pas que centré horreur, c'est aussi raconter la vie. Et les photos que vous avez vues dans le mémorial des enfants, ces enfants, la plupart, ils sont souriants, ils sont voilà, c'est les photos de mariage. C'est là-dessus qu'on veut travailler, pas juste dire qu'ils sont devenus juifs au moment de l'arrivée d'Hitler et de Pétain au pouvoir. Ils étaient juifs avant, ils avaient une vie avant. Et c'est la raison pour laquelle nous, on combat l'antisémitisme dans un combat aussi contre le racisme. Il y a un mot spécifique qui désigne la haine des juifs, parce que la haine des juifs, elle est millénaire, mais il faut enseigner les deux. Il n'y a pas un qui est plus grave que l'autre, il faut lutter contre les deux, et c'est ça aussi le rôle du mémorial au présent. Parfait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.